BDO. Moi, j'ai reçu mon apprentissage de la part d'un maître d'apprentissage. Toutes ces casquettes, vie pro, vie perso, c'est deux phases d'une même pièce. Les enfants de dirigeants qui prennent la suite, ils ont l'extrême chance d'être au contact de leurs parents. Je pense que le truc principal, c'est de se dire « j'aime toujours mon métier ». Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Apollonia Poilane, à la tête depuis plus de 20 ans de l'une des maisons boulangères les plus emblématiques de France. Reprendre l'entreprise familiale à seulement 18 ans, après un drame personnel, et en faire une référence mondiale du pain au levain tout en restant fidèle à l'artisanat et à l'innovation, son parcours force le respect. Entre héritage, transmission et vision entrepreneuriale, elle incarne une manière singulière et inspirante de diriger. Je suis très heureux de la recevoir. Bonjour Apollonia. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous dire où tu es né, d'où tu viens et parler des premières années de ta vie, de ton environnement? Absolument. Mes parents, qui avaient beaucoup d'humour, ont fait le choix de transformer un panier qui sert habituellement à mettre les pains cuits en un couffin pour enfants. Donc ça, c'était moi. Donc j'ai vraiment été bercée, littéralement. Je suis née dedans. Je suis née au début des années 80 d'un papa français, boulanger, lui-même fils de boulanger, et d'une maman américaine, architecte. J'ai grandi à Paris. J'ai fait toutes mes études jusqu'au bac en France. Et ensuite, pour honorer mes racines américaines, et puis aussi parce que ça correspondait un petit peu plus à mes aspirations, j'ai fait mes études supérieures aux États-Unis, à Boston. Et j'ai fait une année de césure avant d'aller à l'université. C'est pendant cette année que mes parents sont regrettablement disparus dans un accident. Et c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée du jour au lendemain, sans expérience professionnelle, mais avec tout le bagage de mon enfance avec mon père qui m'expliquait comment il s'occupait de son entreprise. Et puis petit à petit, au gré des ponts du mois de mai à partir de mes 16 ans, mon apprentissage en boulangerie et de commencer à apprendre mon métier par ce biais-là, tout en suivant mon père très, très souvent. Et donc du coup d'avoir toute cette éducation terrain qui a été clé, je pense, pour travailler avec les équipes de mon père au lendemain de son décès. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas présenté ton père, ton grand-père comme des chefs d'entreprise. Tu les as présentés comme des boulangers, papa boulanger, grand-père boulanger. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te présentes en étant chef d'entreprise? Est-ce que tu es boulangère? Tu as parlé de l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Alors, moi, j'ai assez naturellement pris goût à la boulangerie, à cet univers, parce que mon père avait été forcé de travailler dans l'entreprise quand il avait 14 ans. Et il a fait son apprentissage et un jour, il a rencontré des parfumeurs qui ont provoqué chez lui un déclic. Ils lui ont demandé de parler des parfums du pain. Et mon père a compris que son métier était un métier riche de liens avec les autres. Et c'est ce qu'il s'est attaché à transmettre, à partager, mais aussi à nourrir de liens avec les hommes. Et c'est du coup, par la force des choses, qui m'a transmis à moi et à ma sœur. Et c'est vrai que j'ai assez tôt émis le souhait de pouvoir prendre la suite un jour de mon père. Ça s'est fait beaucoup plus tôt que prévu. Ma mère voyait les ponts du mois de mai arriver et elle se disait « Écoute, t'as 16 ans, ce qui serait bien, c'est que tu commences à apprendre ton métier parce que si un jour tu veux vraiment prendre la suite de ton père à la tête de cette entreprise, sous-entendu, j'avais déjà ce désir, je l'exprimais déjà et je passais déjà du temps avec mon père dans cette optique, il faut commencer à mettre la main à la pâte. » Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est fait assez naturellement. Et puis les enfants de commerçants, on est amené à passer du temps dans le commerce de ses parents et l'entreprise que mon père avait structurée à ce moment-là me permettait, et ça reste encore le cas aujourd'hui puisqu'on accueille très régulièrement des stages de troisième d'enfants de nos équipes, de pouvoir passer du temps dans la boulangerie. Et donc j'ai appris un peu tous les métiers de la boulangerie grâce à ça. Le choix de tes études, c'était dans cette optique? Quand j'ai commencé à me poser la question de mes études, j'ai assez naturellement été amenée à réfléchir à qu'est-ce qui serait bien pour pouvoir un jour prendre la suite de mon père.
Donc, il y avait beaucoup d'évidence. J'ai effectivement fait Harvard Undergrad, ce qui était génial. Et ces 4 années qui ont été formidables. Vraiment dans le prolongement de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, d'être ouvert sur le monde et sur les choses, d'être curieux, d'apprendre des choses qui sortent un peu de sa zone de confort, de son ordinaire, d'aller vers l'autre, de s'ouvrir plutôt que de s'enfermer. Mais oui, parce que j'ai su assez tôt que je voulais prendre la suite de mon père, j'ai effectivement dirigé beaucoup de la direction et mes choix d'études et ma curiosité en général dans cette direction. Donc j'ai fait des études d'économie parce que je me suis dit que c'était le truc le plus proche d'une école de commerce. Voilà, d'une école de commerce. Okay. Tout en te formant en boulangerie. Mais ça, je l'avais commencé avant mes études supérieures. Et au fond, je travaillerai toute ma vie au Fournil pour pouvoir continuer de développer mes compétences en boulangerie. Oui, j'ai lu qu'encore aujourd'hui, tu goûtais des échantillons du pain. Oui, alors je goûte, mais aussi j'aime bien mettre la main à la pâte et travailler au Fournil assez régulièrement parce que, en fait, ce sont des gestes que j'aime, que je trouve absolument réjouissants à faire, mettre la main à la pâte au sens propre comme au sens figuré. Enfin, pour moi, ça fait partie d'un tout. Et c'est vrai que, pour revenir à la deuxième question que tu posais plus tôt, le métier de la boulangerie, c'est le cœur de ce que je fais. Oui, mon quotidien, c'est un quotidien de chef d'entreprise, mais le cœur de mon métier, c'est la boulangerie. C'est ce travail qui valorise l'intelligence de la main, qui valorise nos 5 sens au service de la pâte, qui permet de sublimer ce petit fruit de la terre, les céréales, et grâce à la magie de la fermentation, d'en faire du pain, par exemple, des biscuits, même s'il n'y a pas de fermentation dans les biscuits, pâtisserie boulangère, etc. Au-delà de l'histoire familiale, au-delà des études en management, mais vraiment de savoir travailler le produit, de comprendre le geste, c'est ça que t'es encore ton métier aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Tout simplement parce que c'est le cœur du travail, c'est un travail de production. Donc si on ne le comprend pas dans ses moindres recoins, on ne peut pas travailler avec ses équipes, on ne peut pas développer des nouveaux produits. Et surtout, j'ai le sentiment que le développement de cette entreprise doit se comprendre depuis une compréhension de qu'est-ce qui fait la moelle de l'entreprise. Et chez moi, c'est de la production manufacturée, donc fait avec la main de l'homme. Donc si on ne la comprend pas jusqu'au bout des ongles, en fait, tu ne peux pas gérer l'entreprise. Il y aura un moment où on sera perdu. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de l'entreprise, une entreprise qui a été fondée par ton grand-père, qui a une histoire incroyable. Je pense que la marque est connue de presque tous aujourd'hui, mais il y a un patrimoine historique qui est super intéressant. En fait, mon grand-père, Pierre, s'installe au 8 rue du Cherche-Midi en 1932. On est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, sur la rive gauche à Paris. Et à ce moment-là, il n'y a jamais eu autant d'habitants qui habitent à Paris. Il y a beaucoup d'artistes et d'artisans qui ont besoin de manger. Et on mange pas mal de pain à cette époque, parce que on mange entre 6 et 900 grammes de pain par jour et par habitant. Donc, si vous vous figurez une demi-miche, et si vous n'avez pas une idée du volume, vous mettez les 2 mains en face de vous, faites un cercle et vous mangez à peu près la moitié d'une demi-miche de pain par jour et par habitant. Et donc, mon grand-père, renforcé dans ses convictions, décide de faire de ce pain le pain qui va être son pain signature à une époque où Paris s'enflamme pour un pain blanc, des petits modèles, parce qu'on en mange plusieurs par jour. Et lui se dit, mais non, moi je vais faire ce pain que j'ai connu plus jeune à la campagne, qui a nourri des générations de Français, mais au fond d'Européens. Et son idée, ça a été de pousser ces miches de pain qui n'étaient pas tellement à la mode, mais qui étaient quelque chose qui nourrissait, qui se gardait, et qui surtout rassembler une communauté, puisque le pain, ça se partage, ça se garde, on le transmet. Par exemple, quand on vient à la boulangerie, qu'on achète 1 ou 2 tranches de pain, en fait, finalement, on partage cette miche de pain avec les autres clients qui vont venir et vont acheter un autre morceau de cette même miche de pain, par exemple. Et donc, mon grand-père commence en 1932 au 8 rue du Cherche-Midi. Il a cette conviction et cette miche devient son emblème. Mon père prend sa suite dans les années 70. Et il structure une entreprise pour pouvoir petit à petit la développer. On a
une deuxième adresse, boulevard de Grenelle dans le 15e, et il a ouvert une troisième adresse à Londres en 2000. On a petit à petit développé comme ça notre entreprise. Mon père a eu une autre action en parallèle, puisqu'il structurait son réseau de revendeurs et restaurateurs qui utilisaient son pain, et il a construit une manufacture. Et notre manufacture, au début des années 80, était un lieu tout à fait unique, pour lequel il a vraiment choisi le mot pour refléter ce travail de la main de l'homme, dans un bâtiment en forme de cercle, dessiné par ma maman, au cœur duquel il y a un stockage de bois, le bois qui sert à chauffer nos fours qui sont chauffés au bois, et 2 demi-couronnes avec 24 fours, 12 de chaque côté, qui permettent de travailler comme si on était de chaque côté de cette demi-couronne une douzaine de fournils, et donc comme 12 petites boulangeries artisanales, les unes à côté des autres, mais qui, agrégées, permet de livrer nos revendeurs et nos restaurateurs, un peu à la façon d'un circuit en dérivation pour l'électricité, plutôt qu'un circuit en série qui serait typiquement la ligne de production ou une usine. Et c'est ce lieu qui lui a permis de servir ses clients, Paris, Île-de-France, et puis aussi d'aller un peu plus loin, grâce à des transporteurs, même au-delà de nos frontières, puisque c'était l'époque, mon père avait voyagé beaucoup au Japon, il avait voyagé aux États-Unis, et c'est ce qui lui permettait en fait, à partir de cette manufacture, de pouvoir rayonner à travers le monde. Et c'est cette entreprise-là dont j'ai pris la suite avec ses équipes en 2002. Parce que tu es sur un produit qui se garde, un pain qui se garde. Exactement. Donc, du coup, vous avez pu vous développer partout dans le monde. Vous serviez vraiment partout à ce moment-là ? Oui, on continue de pouvoir servir tous les endroits où en fait on peut livrer rapidement du pain. Mais d'abord et avant tout, Paris et l'Île-de-France, c'est notre région. Si on en vient donc à ce moment tragique, le décès de tes parents, tu es très jeune, 18 ans je crois. Tu es aux États-Unis, tu es déjà... Non, en fait, je faisais une année off, je travaillais au Fournil au moment du décès de mes parents. C'est un petit peu la chance que j'ai eue dans cet épisode malheureux, c'est que je faisais une année off avant d'aller à l'université. Donc j'ai eu une dizaine de mois devant moi pour décider de ce que je faisais de cette admission à l'université. Et parce que c'était une université prestigieuse, parce que, en fait, ça se tente. J'ai essayé un premier semestre, un deuxième semestre, et puis bientôt 4 ans se sont écoulés. Tu t'es dit tout de suite, enfin, le fait de reprendre... Il y avait une forme d'évidence. Qui plus est dans ce moment qu'on imagine, enfin, tragique et donc très difficile pour toi, c'était évident de... Oui. Oui, non, il y avait vraiment pour moi une évidence à prendre la suite de mon père, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je m'y destinais. Ensuite, parce que j'avais une connaissance profonde et que j'avais accompagné mon père sur un tas de choses. Et ensuite, parce que mon père avait une chouette équipe. Donc, j'ai eu plusieurs facteurs aidants, sans compter des amis et des soutiens de mes parents. Et avec le temps, de nourrir ce cercle amical et soutien pour, au fur et à mesure que les années se développaient. Vis-à-vis des équipes de l'entreprise, ça a été aussi salué, ça a créé des craintes, tu vois, je veux dire, t'as été perçu comment ? La chance que j'ai eue, c'est que les équipes de mon père me connaissaient puisqu'elles m'avaient vu grandir pour la plupart, et puis on a avancé en marchant, on a travaillé en équipe, mais il y avait manifestement, je n'avais pas la même expérience qu'eux sur certains points, et ils n'avaient pas le même apport que moi j'avais grâce à mon père et du temps que j'avais passé avec mon père. Donc ça a été un travail d'équipe. Donc de ce que je comprends, tu as été finalement très jeune dirigeante d'une entreprise, 18 ans, faisant des études à Harvard, relativement loin. Comment tu gérais en fait ? Je faisais régulièrement des allers-retours entre Paris et Boston. C'était aussi... les études aux États-Unis essayent vraiment de valoriser le temps que l'on passe en dehors de ces heures de cours. J'ai fait une majeure économie qui n'est pas une majeure où il y avait énormément de TD comme, je sais pas, physique, chimie ou ingénierie, de sorte que j'avais suffisamment de temps en dehors de mes heures de cours pour travailler sur mes cours et sur Poilâne. Tu t'es entouré, vers qui tu vas quand tu as une question, vers qui tu vas, quand tu as un doute, comment tu continues de te former ? Alors, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a dit comment est-ce qu'on continue de se former, donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir cette volonté. Et effectivement, pour moi, ça c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents, d'être curieux, d'avoir faim, d'avoir envie d'apprendre. Mon père était en large partie autodidacte et je pense qu'il nous a transmis à moi et à ma sœur cette envie d'apprendre. Et mes études aux États-Unis, elles ont été dans le prolongement
de cette éducation familiale. Et ensuite, au moment du décès de mes parents, j'ai eu la chance d'être bien entourée, que ce soit en interne par les équipes de mon père, par leurs amis, les conseils de mes parents aussi. Et c'est ensuite, avec le temps, comment est-ce que petit à petit on est passé d'une génération à l'autre, parce que forcément, 23 ans plus tard, il y a des personnes qui ont passé la main, et à l'inverse, j'ai des copains qui ont monté leur entreprise. Donc en fait, c'est juste de continuer à cultiver, de s'entourer et de nourrir cette curiosité. Peut-être que je réponds de façon un peu simpliste, mais par contre, c'est une vraie question que je me suis posée, parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on nourrit ce levain-là aussi ? Est-ce que tu as réfléchi ou est-ce que tu t'es posé la question pourquoi est-ce que tu le fais ? Quel est l'objectif ? Est-ce que c'est la prise de responsabilité pour assurer la pérennité ? Est-ce que tu penses déjà au développement de l'entreprise ? Est-ce que tu penses déjà à sa transmission à la génération suivante ? Ouais, un petit peu de tout, je dirais, et sans que ce soit... Et ensuite, les questions, elles ont beau avoir pu se bousculer tout au portillon à différents moments ou tout en même temps à d'autres. Je pense que c'était surtout de les aborder une à la fois et de se dire, de façon très simpliste, oui, toutes ces questions, je me les suis posées. Et avec le temps, c'est un peu c'est la question du regard derrière l'épaule et de se dire, tiens, au fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Mais bon, c'est très bien de se poser ces questions, mais c'est aussi important de se dire, et c'est le regard que je continue de cultiver aujourd'hui. Pour moi, Poilâne, c'est une entreprise que j'ai reçue de mon père et que je veux emmener à une 4e génération. Tu es dans la transmission. Je sais que tu es très, très engagée sur les sujets de transmission. Que quand je travaille au Fournil, moi, j'ai reçu mon apprentissage de la part d'un maître d'apprentissage. C'est un savoir-faire que j'ai appris. Et en fait, s'il reste à moi, c'est un cul-de-sac. Alors qu'au contraire, si je le retransmets, en fait, c'est la chance qu'il continue de vivre. Et donc, c'est mon métier aussi qui me pousse dans cette logique-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise est la même qu'il y a 25 ans ? Dans quelle mesure tu l'as changé, fait évoluer ? Mon père décrivait notre métier comme un métier rétro-innovant. L'idée de prendre le meilleur des techniques passées, celles qui sont éprouvées par le temps, et le meilleur de techniques contemporaines pour aller de l'avant. C'est-à-dire conjuguer passé et présent pour nourrir l'avenir. Et peut-être que la réponse la plus simple, c'est que j'avance en marchant, mais bien sûr aussi, je construis, que ce soit alors, pour être dans le concret. Si je regarde derrière l'épaule, en 23 ans, j'ai ouvert 3 boutiques à Paris. J'ai ouvert une boulangerie et café à Londres. On avait un bail qui expirait en juin 2020, donc j'ai refermé cette adresse à ce moment-là. J'ai pas voulu remettre rouvrir en juin 2020. Et en fait, donc il y a des lieux, il y a des produits aussi, des pains, des biscuits que j'ai développés, et petit à petit, ça a façonné mon regard sur mon métier, celui qui a été nourri par mon grand-père, qui s'est dit « je vais faire une miche », mon père qui se dit « je vais faire une manufacture pour servir nos clients », et à mon niveau, de me dire en fait, mon métier, intrinsèquement, c'est un métier à la croisée des chemins entre les céréales et la fermentation. Et c'est ce qui nourrit l'espèce de matrice de mes développements, notamment de mes pains, de mes biscuits, de mes pâtisseries boulangères au service de mes clients. De me dire, par exemple, j'ai ces petits biscuits iconiques que l'on appelle les punitions, qui sont des petits sablés normands, puisque la famille de mon grand-père est originaire de Normandie. Ils ont donc cette texture un peu sableuse, ce bon goût de beurre, farine de blé magnifique. Et je me suis dit, au fond, il faut que je montre à mes clients c'est quoi le goût des autres céréales qui ont nourri nos civilisations à travers le monde, à travers le temps. Et donc, j'ai développé comme ça une gamme de biscuits, farine de seigle, farine d'orge, farine de riz, farine d'avoine, farine de sarrasin, farine de maïs. Et par cela, j'ai développé mes gammes, j'ai multiplié les possibilités de pouvoir servir d'autres clients. Mais aussi, ce que j'ai voulu, c'est raconter c'est quoi l'histoire derrière ces céréales. Et de se dire, par exemple, la farine de maïs qui a naturellement un goût assez sucré, on pouvait réduire la quantité de sucre tout en gardant l'impression de sucré et proposer un produit avec un peu moins de sucre.
Avec certains biscuits, comme le biscuit sarrasin, on pouvait proposer un biscuit sans gluten. Moi, mon objectif en faisant ça, c'est faire découvrir et donner à aimer les céréales, l'univers de la fermentation au sens large, parce que c'est vraiment ce que je pense rassemble nos hommes et façonne, et j'utilise à dessein la métaphore boulangère, nos civilisations, au sens où on ne fait pas pousser du grain tout seul pour sa consommation personnelle, c'est quelque chose qui rassemble les gens. Ensuite, une fois qu'on a fait la récolte, et historiquement on arrive à cette saison, on arrive à la fin des moissons, où quand vient la récolte des grains de n'importe quelle céréale que l'on a fait pousser pendant l'année, on va se poser la question, de garder ce grain, ce tas de grains, ce tas d'or, ou ce tas de blé par exemple, pour reprendre des métaphores et à quel point les céréales font partie de notre langage commun. Comment est-ce qu'on le garde sain pour qu'on puisse manger tout au long de l'année, et comment est-ce qu'on le garde pour nous et qu'on se le fasse pas piller. Et donc c'est comme ça que petit à petit on construit l'architecture des villes, les places fortes, etc., etc. Et donc ça, c'est tous les sujets que, avec mon métier, la boulangerie, donc moi je suis là juste pour servir le quotidien des gens avec un pain au levain qui est porteur de 90 ans d'histoire au 8 rue du Cherche-Midi, et mes biscuits pour nourrir un peu de gourmandise, une pâtisserie boulangère parce que en fait c'est génial de pouvoir prendre un croissant un matin, et puis alors moi j'aime bien prendre le croissant et manger un petit bout de chaque côté et ensuite dérouler petit à petit les strates, ou de se faire une petite tarte aux pommes un après-midi ou entre copains autour d'un dîner. Et c'est cette joie-là qui m'anime et qui in fine devient ce regard troisième génération. Ça, très, très inspirant ce que tu viens de nous raconter. Tu as beaucoup parlé du récit. C'est construit, tu t'en rends compte en fait, que quand tu parles de l'entreprise, tu parles surtout de l'histoire. Alors, déjà, je te remercie pour le compliment, mais ce qui compte pour moi, c'est de me dire, un Matrix, c'est bien, mais la question, c'est, pour moi, il vient soutenir le fond de ce que l'on fait. Et mon métier avec la boulangerie, c'est un métier où je prends un morceau de pâte d'une fournée, auquel j'ajoute, si je fais une demi-miche par exemple, de la farine de blé, de l'eau, du sel, que je vais mélanger ensemble pour le porter sur une fournée suivante. Je suis dans le concret. Et te dire quel est le taux d'hydratation de la pâte à ce moment-là, ce qui, au passage, va changer le lendemain, ou même sur la fournée suivante parce qu'il a plu dehors, ou au contraire parce qu'il fait très sec, c'est important. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis simplement que moi, je vais embarquer les gens dans l'aventure aussi de... Quand on mange un morceau de pain, c'est un moment de partage, c'est un moment de communauté, c'est un moment qui rassemble les gens. Et ça, il faut vivre le Matrix aussi. Tu dirais que c'est spécifique, entre guillemets, à ces métiers, artisanat, cuisine, cet amour du produit, et finalement, tout part du produit, et ensuite la performance de l'entreprise... entre guillemets, vient après. Je pense que ça doit être un peu des deux. Si on élargit... Non, mais je pense que ça doit être un peu des deux, parce qu'on ne peut pas juste se dire partir la fleur au fusil. On le fait tous, surtout quand on est passionné, mais la réalité, c'est que aussi on doit... l'un et l'autre doivent marcher de concert pour que ça marche. Et d'ailleurs, c'est une consoeur qui réfléchit sur... elle accompagne les artisans d'art et elle parle de l'intelligence, l'ingéniosité que peuvent avoir certains artisans d'art sur leur travail, ou un chirurgien de la main qui est spécialisé sur la chirurgie de la main, qui m'expliquait l'intelligence au terme, l'efficacité et la capacité à être efficace. Il avait utilisé un autre mot, mais dans son geste. Mais tout ça, en fait, ça participe de l'économie autour d'une passion. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Sinon, c'est juste une passion. C'est plus un métier. Tu étais une jeune femme, 18 ans, quand tu as pris les fonctions. Peut-être à un moment donné où le sujet, même s'il reste beaucoup à faire, mais où le sujet de la place des femmes dans des postes de direction était peut-être pas le même que celui qu'il y a aujourd'hui. C'est quelque chose dont tu as souffert, que tu as ressenti? Déjà, en tant que femme, j'ai la chance d'être entourée par des femmes et c'est quelque chose que je cultive. Et ensuite, tout simplement parce que
parce que pour le soutien, pour le regard, il y a des choses. Les hommes parlent de trucs entre hommes qui ne concernent que les hommes, et il y a des femmes entre femmes qui ne parlent de trucs qui concernent les femmes. Mais surtout, quand j'ai tu pointes du doigt le fait que quand j'ai pris la suite de mon père, j'avais 18 ans. Donc, je cumulais à la fois... pour moi, ce qui était plus saillant, c'était la question de l'âge. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul des décennies qui passent, il y a aussi la question d'être une femme. Et bien sûr qu'il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui restent à changer. Et j'ai la chance d'avoir pu rencontrer un certain nombre de femmes, et je pense que ma mère n'est pas des moindres là-dessus. On fait partie d'une génération de pionnières, même ma grand-mère au fond. Et je pense qu'aujourd'hui, si on ne peut pas prendre ces places ou ce que l'on a pu construire pour argent comptant, parce que on vit dans un monde qui a été façonné pendant des siècles par des hommes, et que c'est notre place, on l'a fait, mais encore faut-il pouvoir un jour la transmettre et de se dire c'est pas acquis. C'est pas acquis, en fait. C'est fragile. Ça reste fragile de mon point de vue. Est-ce que t'en souffres t'entends encore aujourd'hui, ou tout du moins des crises de crédibilité du fait, ou peut-être même quand t'as pris les fonctions, quand t'avais 18 ans, enfin le sujet de la crédibilité, souvent quand je discute avec des patrons d'entreprises familiales, souvent arrive la question de la légitimité fils ou fille d'eux. Ouais. Et d'ailleurs, alors la réponse simple à ça, c'est les enfants de dirigeants qui prennent la suite, ils ont l'extrême chance d'être au contact de leurs parents, pourvu qu'ils ont transmis quelque chose. Mais quand un parent transmet à son enfant tout son savoir-faire, et qu'il le fait avec passion, qu'il le fait avec cœur, comme l'a fait mon père, en fait, c'est une formidable école. Et ça, il faut le célébrer. Et ça, je l'ai compris grâce à un professeur de l'INSEAD, dont c'est la spécialité, qui m'a dit ça au détour d'une conversation. Et je me suis dit, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui a été une de mes forces au moment où j'ai pris la suite de mon père. Je savais comment des choses marchaient mieux qu'une personne extérieure. Je n'avais pas l'expérience professionnelle, mais j'avais la connaissance. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour être très franche, j'ai l'impression, mais ça reste une impression, et c'est mon impression, donc ça ne vaut rien, mais j'ai pu, ces dernières années, entendre, peut-être que j'ai tout simplement tendu un peu plus l'oreille, peut-être que j'ai un peu plus vu des choses, ou peut-être que je me suis tout simplement mise dans des positions où les gens ont été peut-être un peu plus directs à remettre en cause, parce que je suis une femme, ma position. Et c'est vrai que c'est pas agréable, on va pas être, il faut pas se voiler la face. Et pour autant, pour moi, c'est pas le sujet en fait. Donc, j'ai envie de dire, c'est la perte à la personne d'avoir cette limite dans sa pensée. Je suis désolée mais j'assume mon jugement de valeur en disant ça. Et à l'inverse, c'est aussi de là où m'est venu le sentiment de me dire, mais c'est pas... On est la génération après les pionnières, au sens large, et il faut que l'on continue de nourrir cela. Et quand je dis nourrir, c'est un mot qui est plein d'amour, qui s'affranchit de tout le reste. T'es pas dans le combat. Je suis ni dans le combat, ni dans la colère, mais juste de dire, en fait, essayons ne soyons plus lucides, et peut-être que je le suis un peu plus aujourd'hui, et essayons de nous concentrer sur le sujet à mener. Est-ce que depuis que tu as ces fonctions, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Est-ce que tu as vraiment connu des moments difficiles ? Alors, déjà, ça fait un peu plus de 23 ans que j'ai pris la suite de mon père. Et je pense que le truc principal, c'est de se dire, j'aime toujours mon métier. Et je l'aime pour des raisons différentes de quand j'avais 18 ans. J'ai l'impression d'avoir fait 1000 métiers, d'avoir eu 1000 vies, et ça, c'est génial. Et vraiment, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir eu ce métier, cet environnement et le regard que mon père a nourri pour que j'ai envie de faire
d'alimenter ce levain-là. Mais bien sûr, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est là où je pense qu'il faut revenir à la substance de ce que l'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous anime. Enfin, c'est quand je vois des clients ou des copains qui me disent ouais, il y avait j'ai ramené une tarte aux pommes, on a servi dessus un peu de sorbet à la framboise, qu'est-ce que c'était bon, ou quelqu'un qui m'envoie une photo d'une de mes boîtes de biscuits. Normalement, je la remplis de biscuits et là, elle était remplie de perles parce que c'était devenu la boîte à perles de leur enfant. Enfin, c'est génial. Et je pense que, en tout cas, pour moi, les difficultés, ça ne sont que des obstacles dans un parcours. Et la question, c'est comment est-ce qu'on les aborde, comment est-ce qu'on les franchit, comment est-ce qu'on les contourne, si on peut les éviter ou si on doit les éviter. J'en sais rien. Je parle avec cette métaphore équestre, mais c'est... Pour moi, le but, c'est d'aller de l'avant et de continuer à nourrir cette flamme et ce levain. J'en parlais avec une chef qui venait d'ouvrir un restaurant et dans ses craintes, elle me parlait et j'avais pas forcément réfléchi à ça, mais de dire finalement, moi, ma pire crainte, c'est le bad buzz, c'est une intoxication alimentaire, et elle voyait en fait, elle, sa crainte de dirigeante comme le fait que ça pouvait s'arrêter presque du jour au lendemain, parce que dans un secteur où potentiellement ça pouvait partir très très fort si tu avais une très très bonne critique gastronomique, et donc et c'est ce qu'elle avait connu et ce qui avait fait le développement de sa marque, mais que ça pouvait redescendre aussi vite. Tu as eu toi des sujets comme ça où tu t'es dit le décès de mes parents le décès de mes parents en fait. Moi j'ai pris la suite je me suis retrouvée à la tête de cette entreprise parce que mes parents sont décédés. Donc en fait, la fragilité de la vie, je la connais depuis assez longtemps. Mais pour parler de choses un petit peu plus vivantes, au sens propre comme au sens figuré, le levain, quand on le porte, quand on garde un morceau de pâte d'une fournée et qu'on l'emmène sur la fournée suivante, on est aussi sur ces sujets. On se dit, mais on peut se louper, on peut ne pas faire une fournée qui soit aussi belle que ce que l'on l'avait escompté, parce qu'on n'a pas su prendre en compte certains paramètres, parce que ce jour-là on était un peu mal luné, donc on a eu la main trop lourde quand on a fait le façonnage. C'est toutes ces choses-là où on s'est fait distraire au moment où on chauffait le four, et alors du coup le four est un peu trop chaud et on n'a pas eu le temps de... Enfin, en fait, il y a tellement de choses qui... mais ça... Mais après, c'est en tout cas tel que moi je vois si je continue sur cette comparaison avec la fabrication du pain, c'est comment est-ce que, si je prends l'exemple du four que l'on a chauffé un petit peu trop longtemps, on s'est laissé distraire par quelque chose où on s'est fait déranger, c'est de se dire, est-ce qu'on peut se permettre d'attendre 5 ou 10 minutes que le four retombe un petit peu et en chaleur, et qui nous permette de mettre la fournée en ne la brûlant pas, par exemple. Ou de se dire, la fournée, elle manque un peu de pouce parce que c'est l'hiver et il fait un peu froid, il a peut-être fait un tout petit peu humide. Comment est-ce qu'on va grigner? Donc on va dessiner alors chez nous c'est le P de poilane au pain qui devient notre signature sur nos grosses miches, et là-dessus de se dire comment est-ce qu'on va grigner avec juste la bonne intensité pour qu'au four la miche va donner le meilleur d'elle-même, et de faire en sorte qu'on ait en apparence dans le magasin tous les jours la même fournée de pain. Mais en fait, forcément, au quotidien, c'est toujours un peu différent, et il y a des jours où on va grigner très léger parce que la pâte, elle a beaucoup poussé, et à l'inverse, il y a d'autres jours où on va donner un bon coup de lame pour que la grigne, elle crache au four. Parce que la pâte en a besoin. Quand on t'écoute, on dirait que c'est de l'orfèvrerie, finalement. Mais ça l'est. Ça l'est. Enfin, ma maman a dessiné de la joaillerie, donc j'ai vu des ateliers, il y a tous les métiers qui valorisent le savoir-faire de la main. On a un espèce de langage commun qui est assez évident, où on peut très rapidement trouver des ponts. Tu as une journée type de dirigeante aujourd'hui? Alors pas vraiment, mais par contre... Tes journées ressemblent à quoi, j'ai par contre quelques rituels qui sont très importants pour moi.
Travailler avec mes équipes à faire un point sur la qualité de la production de la nuit. Ça, c'est très important. Le pain qui aura été fait et livré auprès de nos clients. C'est dire bonjour à mes équipes quand j'arrive sur la boulangerie, à ma manufacture, parce que c'est un travail d'équipe et une chaîne de valeur qu'on construit chez nous, mais en amont de ça avec nos meuniers et en amont de ça avec nos agriculteurs. C'est... Après, chaque journée est différente, mais c'est à la fois nourrir le présent, accueillir le présent et aussi pouvoir préparer la prochaine saison de produits, rencontrer des clients avec lesquels on aimerait développer des gammes de produits. Et bon, voilà, c'est le reste de ma journée est franchement assez banal, mais ce qui est spécial chez moi, et chez Poilane, c'est de pouvoir avoir, puisqu'on a un métier qui valorise des paires de mains, c'est de pouvoir se voir, se rencontrer, se dire bonjour, regarder ce qui a été fait. Et ça fait partie de mes rituels quotidiens. J'ai lu également que tu avais, entre guillemets, digitalisé, apporté la brique et l'entreprise dans son temps. Comment est-ce qu'on digitalise en fait un métier comme le tien? Enfin, en quoi ça... En fait, nous, on a un site marchand depuis 1997 où on vend notre pain via notre site. Je fais partie d'une génération et j'ai grandi avec l'avènement des réseaux sociaux. Alors, pas autant que les nouvelles générations, certes, mais disons que quand j'étais à ma première année à l'université, c'est l'année où Facebook a été créé. Donc, en fait, j'ai pu accompagner ce mouvement-là, tout simplement, et de pouvoir me dire, ce serait chouette que Poilane ait sa page Facebook. Alors, ça paraît de vieux schnock en disant ça, mais tant pis. Et ça a été dans les premiers utilisateurs mais d'une de Facebook. Certaine façon, ouais, exactement. Au cœur du réacteur. En fait, la seule chose qu'il faut que j'ajoute, parce que pour compréhension, c'est que mon père adorait les nouvelles technologies. Et donc, on a un site marchand depuis 1997, on a cette culture chez Poilane, on fait un métier qui est très manuel, manufacturé, qui valorise le travail de la main. Et en même temps, on est un métier où on vit avec notre temps. On voit nos clients quasiment tous les jours. Enfin, une personne en moyenne va 5 fois par semaine à la boulangerie. Donc, on est dans le quotidien des Encore des aujourd'hui, gens. ouais. Encore aujourd'hui. Ouais. Tes clients, ça va de qui d'ailleurs? C'est les clients, entre guillemets, retail dans les boulangeries. Tu sers aussi beaucoup de restaurants. Je crois que j'ai vu que tu avais l'Élysée comme client aussi. Oui. On sert, en fait, une communauté de gens qui vivent, qui habitent, qui visitent un quartier quand ils viennent dans nos boulangeries. Je pense que ce qui rassemble mes clients, c'est des personnes qui ont envie de se nourrir d'un pain qui les rend heureux, qui se partage, qui se garde. Ça fait partie des choses que les gens apprécient. Quelque chose qui est simple, mais qui est délicieusement bon et qui nourrit un moment juste à la fois convivial, mais surtout très sophistiqué dans sa simplicité d'une certaine façon. Si j'allais voir tes équipes aujourd'hui, que je leur posais la question de ton style de management, de leadership, tu penses qu'ils qualifieraient ça comment? Oula. Là, tu me demandes d'être à la place de mes équipes, c'est un peu compliqué, mais ce que j'aimerais, moi, Apollonia, cultiver auprès de mes équipes, c'est vraiment un travail de conversation, parce qu'on a chacun nos compétences, chacun nos expériences, et autant mon travail de dirigeant, c'est celui de trancher. Pour autant, il y a un moment donné, le dialogue et l'échange, c'est aussi ce qui va construire une vision aussi claire que possible et qui me permet, moi, de prendre une décision. Est-ce que tu penses que ce leadership, il a évolué, il s'est transformé avec le temps? Est-ce que tu es une dirigeante? Ouais. Évidemment. Dans quelle mesure? Qu'est-ce qui est selon toi, tout simplement parce que, tu le pointais du doigt plus tôt dans notre entretien, j'avais 18 ans quand j'ai pris la suite de mes parents. J'avais peu d'expérience. Maintenant, j'ai plus de 2 décennies d'expérience. Donc, je suis plus souvent dans une position de transmettre que de recevoir certains savoirs et savoir-faire auprès de mes équipes. Et puis en fait, je suis pas. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et savoir s'adapter, savoir être
curieux de tester, essayer. La question de s'actualiser, que ce soit au contact de ses amis par l'échange, qui eux aussi sont entrepreneurs, essayent des choses dans des secteurs qui sont différents, qui nous donnent des idées pour tester des trucs, lire, apprendre, grandir de l'expérience d'autres dirigeants dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec soi, en écoutant des podcasts comme le tien, Arnaud. Finalement, ça participe aussi à une éducation. C'est retourner sur les bancs de l'école et de faire C'est une question que je pose assez régulièrement. Moi, j'adore apprendre des choses, donc oui. Tu as continué, tu as parlé de l'INSEAD, j'imagine. Alors moi, j'ai pas fait l'INSEAD, mais d'abord, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de copains autour de moi qui ont fait des MBA et des executive MBA, donc j'ai aussi été renforcée dans ce regard, mais je te rejoins complètement. Je pense que c'est important de s'actualiser tout simplement avec l'époque, que ce soit avec des exécutifs programmes ou de travailler avec, de comprendre les regards de certaines personnes sur certaines méthodes, sur certains sujets, de développer ses compétences au sens large en fait. Et ça, c'est vraiment l'éducation que j'ai reçue de mes parents, qui est de se dire, mais en fait, je veux pas arrêter d'apprendre en fait. Et ça a été d'autant plus saillant que l'année quand j'ai dû reprendre, quand je suis allée à l'université en septembre 2003, j'ai repris donc un cycle d'études, mais il s'était passé une année sans que je sois à l'école. Et cette année, j'ai appris plein de trucs à la tête de Poilane, mais de se remettre dans le bain j'apprends, il y a des trucs que je vais apprendre qui vont me servir à rien, mais c'est pas grave, il faut... En fait, rien que ça, je me suis dit, punaise, en un an, j'ai déjà perdu tellement de ce muscle-là, et j'avais que 19 ans. Donc pour moi, ça m'a renforcée dans ce que j'avais reçu de mes parents. Je me dis, reste curieuse, apprends, sois curieuse. Et on a la chance, j'habite à Paris, d'avoir accès à et a fortiori avec toutes les technologies qu'on a, on a accès à tellement de choses. C'est presque trop sûrement, mais en tout cas, je veux dire, il n'y a pas un manque d'offres. Donc, il y a peut-être un manque de curiosité, et peut-être aussi qu'il y a des moments dans sa vie où on ne peut pas. On n'a pas envie, c'est pas le moment, bref. Mais ça, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de mes parents. Est-ce qu'il y a des choses qui t'habitent, qui te suivent? Moi, ce qui m'habite et ce qui me suit, c'est cette passion. Et de me dire comment est-ce que je peux... T'as jamais eu peur de perdre cette passion? Eh ben, si c'est pas le cas, je passerai à autre chose, tout simplement. mais au contraire, en fait, j'ai publié un livre en 2020 en français et en 2019 en anglais. Les prémices de ce livre, c'était... J'avais une miche de pain, j'étais en Bretagne un été et j'ai gardé ce pain bien pendant plus d'une quinzaine de jours, alors que normalement, je dis, le pain, il se garde la moitié de ce temps-là. Alors, on va pas se voiler la face, je pense que l'univers ou l'air marin a dû aider à la conservation, et puis parce que je sais comment m'ajuster tous les jours, et oui, le dernier quignon de pain était un petit peu plus dur que la première tranche, très clairement, mais je me suis dit, c'est fou parce que mon pain se garde plus qu'une semaine. Et au-delà de ça, je me suis dit, l'autre chose qui est absolument folle, c'est que à l'époque, ça faisait une dizaine d'années que j'avais pris la suite de mes parents. Je me suis dit, mais même 10 ans après, j'aime toujours ce truc-là. Et j'ai toujours cette passion qui m'anime. Et je me suis dit, ça, c'est quand même assez extraordinaire et c'est pas donné à tout le monde. Donc ce trésor-là, vraiment, je le chéris et je l'aime. Et je ne sais pas de quoi demain est fait, mais en fait, qu'est-ce que ça change là, aujourd'hui? Je vais pas aller nourrir une peur de le perdre. Moi, je pense qu'il faut le nourrir au présent et il se passera ce qui doit se passer. Mais là, maintenant, tout de suite, j'aime ce métier, j'ai envie de nourrir cette passion et je pense que peut-être que la meilleure façon de continuer à la nourrir, c'est pour l'avenir, c'est de l'entretenir présentement. Il y a quelque chose autour de l'artisanat, que ce soit la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, ou le vin. Enfin, il y a quelque chose avec le terroir, le geste, qui rend, je trouve, le métier de dirigeant quand même très particulier par rapport à un business comme le mien, qui est de service, ou alors par rapport à l'industrie. Enfin. C'est possible, mais moi je pense que c'est un ensemble, et je pense que les métiers de service sont tout autant dans l'artisanat, en fait. La passion
de savoir être à l'écoute de ses Du clients, service client. de pouvoir imaginer et de comprendre quels sont les besoins. On est aussi dans ce travail cousu main, mais juste d'une autre façon. Alors, on a parlé de ta façon de dormir, on a parlé de ton stress, mais globalement, on fait des métiers qui sont quand même très prenants. On a une vie à côté, il y a eu tout un débat qui est nourri sur vie privée, vie pro et l'équilibre. Quelle est ta perception ou ton point de vue là-dessus, sur la santé, entre guillemets, mentale et physique du dirigeant? Tu parlais tout à l'heure, tu as utilisé le mot équilibre, et pour moi, c'est le mot qui est clé, dans le sens où un équilibre, c'est par définition quelque chose qui n'est pas stable. Et donc, du coup, toutes ces casquettes, vie pro, vie perso, c'est deux faces d'une même pièce, et parfois, ça tire d'un côté, parfois de l'autre. Et honnêtement, j'essaye de pratiquer une hygiène de vie qui est celle qui me convient. Et j'adore faire du vélo et tout autant que j'adore être à la boulangerie un samedi matin pour faire du pain et développer mes gestes. Et en fait, c'est juste de trouver l'équilibre et de se dire, est-ce que ça résonne bien en moi? Est-ce que ça correspond bien à ce que je fais? Et si un matin, il fait pas beau, j'ai pas envie de faire du vélo, tant pis en fait. J'aurais pas fait ce qui pourrait autrement constituer une aération, une séance de sport, ce que tu veux en fait. Est-ce qu'un dirigeant, qui plus est quand on est propriétaire de son entreprise familiale, est-ce qu'on est capable à un moment donné de déconnecter une semaine de vacances, 2 jours, et de ne pas penser à l'entreprise? Moi, j'ai eu tendance à dire, une fois que t'es patron tout le temps, en fait. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce que tu dis. Cela dit, pour moi, c'est plus que de regarder le moment où on se déconnecte, c'est plutôt comment est-ce qu'on nourrit cet équilibre de vie. Et donc, par exemple, on en discutait avec une de mes collaboratrices et on se disait, mais en fait, comment est-ce qu'on nourrit ces moments qui nous ressourcent et qui participent à cet équilibre de vie. Et si je te reprends l'exemple de la sortie en vélo, c'est une énorme aération, c'est bien sûr c'est une forme de sport. C'est l'occasion de papoter avec des copains avec lesquels on fait la sortie ou de se balader tout seul et de s'aérer tout seul. Mais plus souvent que pas, c'est aussi un moment où je me rends compte, je vais être en Île-de-France typiquement, et je vais être sur les routes, je me dis, ah tiens, mais ça c'est du maïs, ça il est bientôt prêt. Et, alors, tu bosses, ouais. Et en fait, tu te dis, non mais, quand tu aimes ce que tu fais, en fait, mais pour moi, c'est pas un travail quand je le fais. Je regarde le truc et je me dis, c'est génial, en fait. Surtout parce qu'en Île-de-France, on a à peu près la plupart des céréales que je travaille par ailleurs. Donc, en fait, je me dis, c'est quand même incroyable d'avoir tous ces trucs. Et après, sans que je me dise, punaise, le boulot me rattrape. Moi, au contraire, je me dis, en fait, c'est cool. Là, je vois, ça vient compléter mon regard tout en m'ayant aéré l'esprit. Mais voilà, mais chacun trouve son équilibre comme il peut, en fait. Et je pense que je pense qu'il n'y a pas de recette parfaite. Et la chance que l'on a d'avoir des personnes qui sont dans des positions de partager, ou en construisant ton podcast, en fait, tu nous permets aussi, nous, d'ouvrir notre esprit à comment font les autres et puis de trouver sa recette à soi. Qu'est-ce qui pour toi serait On se repositionne dans 20 ans, qu'est-ce qui fera que tu me diras j'ai réussi, je suis satisfaite? Alors déjà, je vais donner un truc très concret, que lorsque on parle du mot farine, qu'on arrête de parler de farine pour induire farine de blé, qu'on commence à s'attaquer aux céréales et qu'on commence à se poser la question de quelle est la céréale que l'on mange. C'est de la farine, c'est un pain avec de la farine de blé, c'est un pain de farine de seigle. Donc ça, ce serait... c'est tous les développements professionnels que j'ambitionne, évidemment, alimentent ce regard-là, mais c'est de se dire... les céréales et la fermentation sont un univers merveilleux. Et si dans une vingtaine d'années, on commence à être
dans cette logique de se dire qu'est-ce qui nourrit nos civilisations, et en fait je pense que ça serait génial. On peut rester là-dessus. Merci beaucoup Apollonia d'avoir été avec moi aujourd'hui, c'était très inspirant, très singulier comme podcast, voilà, j'aurais appris plein de choses. Et je pense que je vais filer, tu vois, dès ce soir, ramener une grosse miche de pain à mes 2 enfants, là, pour que, voilà, leur dire, faire continuer ce moment. Merci à toi, je te souhaite le meilleur. Merci. Et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.